Oui. Bon, moi, j'aimerais bien revenir sur ce que Mme Borne disait tout à l'heure de Stormany, finalement, avec le Scientific American, qui, quand il présente une nouvelle, je voulais me présenter avant, je suis pharmacologue, PhD en pharmacologie, donc une chercheure. Donc, je peux répondre à des petites questions. Bon, peut-être que j'y viendrai dans mon exposé. Bref. En tout cas, je voulais revenir sur le Scientific American qui finit, après avoir présenté des choses, avec « je m'excuse, peut-être qu'il y a un autre monsieur ici là, qui ne croit pas du tout à ça » ou qui est bon. Et ça, d'après moi, c'est qu'ils ont présenté probablement cette compte-rendu de recherche sans tenir compte de l'angle que la recherche, toute recherche a un angle très précis. Et il ne s'applique que dans cet angle-là, et on appelle ça les critères d'inclusion quand c'est des patients, ou bien les limites de l'étude. Et je vous dirais que peut-être pas New England encore, ni même Nature, ni Science, ne vont demander aux chercheurs de dire, de spécifier, puis ils mettent ça maintenant en encart. Qu'est-ce qui était connu avant votre étude? Qu'est-ce qui était accepté par tout le monde? Qu'est-ce que votre étude apporte de nouveau et qu'est-ce que la personne clinicienne ou autre a besoin de savoir, le patient, pour bénéficier de votre recherche. Et ça, c'est d'après moi, en tout cas, devrait guider les journalistes scientifiques de façon relativement, peut-être pas certaine, là, mais en plus, cet auteur-là est obligé de mettre à la fin, justement, de l'article les forces de l'étude et les inconvénients et les limites de l'étude. On est tous obligés de faire ça. Si vous tenez compte, si vous essayez d'attraper ça avant de publier votre affaire, vous êtes confortable, je crois. Et si vous voyez un éditorial, contrairement à ce qu'Amélie a dit tout à l'heure, ce n'est pas une opinion banale, comme on dirait, c'est une opinion journaliste. C'est pas une nouvelle recherche. C'est pas une nouvelle recherche. Mais c'est le consensus d'un chercheur très calé dans le domaine qui souligne encore les défauts, les limites ou les ambiguïtés. Alors donc, ça me paraît, moi, ça, quelque chose qui peut être intéressant à considérer certainement. Parce que je trouve que, évidemment, vous insistez beaucoup sur votre angle et d'autre part, je trouve que ce que Jean-François Clich fait maintenant au Soleil, c'est excellent, c'est vraiment très bien, félicitations. Quant au blog, tantôt je disais à Amélie, des fois, c'est vrai que les gens ne réagissent pas parce que, ben, c'est vrai. Ouais. Hein? On ne peut pas rien critiquer ni bon. Puis des fois, ça peut susciter des controverses, mais c'est pas toujours les controverses. Les controverses sont intéressantes, mais c'est pas toujours tout. Mais en tout cas, il y a plusieurs, évidemment, les sources peuvent être variées. Là, en tout cas, si je reviens à Nature, Science, puis New England, il y en a d'autres beaux grands journaux, là, comme JAMA, British Medical Journal, il y en a d'autres. Et c'est intéressant. Et puis même des dossiers, tu sais, la place que tout ça doit avoir, pour moi, c'est tellement important d'avoir les dossiers de l'actualité, d'avoir Québec Science, je suis abonné à ça évidemment depuis très longtemps. Il faut, parce que tous les médias sociaux, c'est trop rapide. Moi, je suis plus capable de lire des affaires trop rapides. Là. Je trouve qu'il n'y a rien là-dedans, finalement. Ça n'a pas de bon sens. Puis la référence n'est même pas là. L'autre fois, on a cherché quelque chose, on n'a jamais été capable de le retrouver. C'est fantastique, là. Ça, c'était dans le Soleil. En plus, excuse-moi, mais c'était dans le Soleil. Mais en tout cas, la référence, le vrai journal, le volume, le mois, l'année, là, pas le titre, puis le reste. Ça référence à l'article oui, de scientifique. Absolument. Moi, quand je lis ça, il faut que j'aille voir si c'est vrai. Puis pour savoir si c'est vrai, que je lise la méthode, la méthodologie. Sinon, je crois rien. Je crois pas. Des articles, je peux mettre sur le web, est-ce que vous mettez le lien? Mais dans un article, dans le journal, je vais mettre l'auteur. Les gens peuvent le chercher en faisant Google. Ben, c'est ça. Souvent. Mais en tout cas, ça va revenir lorsqu'on cherchait, mais on ne l'a pas trouvé. Ils peuvent aussi écrire aux journalistes. Moi, à chaque fois que je publie des papiers dans l'actualité, il y a toujours des gens qui me demandent des références parce que oui, on ne les met pas dans le magazine. Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire une bibliographie. Non, pas une bibliographie, mais quand c'est un rapport de quelque chose. Des fois, quand même, moi, je mets une référence complète en bas quand je réponds à une question. Mais ça, c'est parce que moi, je suis journaliste, je ne suis pas spécialiste en rien. Ça donne de l'autorité. Ça donne de l'autorité au papier. Donc, c'est ça. Moi, je trouve ça donne. Que moi, je n'ai pas, c'est pour ça que je le fais. Mais dans une chronique, ça peut s'y prêter, dans un article nouvelle. La question de Valérie sur le modèle d'affaires,
saisi vraiment, je ne sais pas si vous avez vraiment abordé cette question-là, parce que ce que j'entends comme étant quelqu'un de l'extérieur de votre environnement, j'entends toute la difficulté d'établir le métier, de le rémunérer, de le stabiliser, de le faire exister. Et là, je vois des modèles d'affaires où on met beaucoup de gratuité, où on met beaucoup de libre-service, puis on entretient ça à des grands niveaux. Je ne sais pas, c'est quoi votre opinion? Est-ce qu'il faut maintenant faire ça pour assurer la survie, la vie des autres activités? Ou comment on arrive à transformer votre modèle? Vous voyez la transformation pour faire en sorte que... Dans cette histoire-là, une chose qu'on oublie souvent, c'est que la position des médias traditionnels, médias écrits ou téléjournal local, reste encore totalement dominante. Oui, il y a le web qui est là, qui est très présent de plus en plus et tout, mais c'est rarement... Le contenu ne vient pas du web, il vient des médias traditionnels. En termes de revenus, elle est de moins en moins dominante. Ouais. Non, en termes de revenus aussi. Dans la presse écrite, l'actualité, je ne sais pas. Mais je veux dire, dans la presse écrite en général, des sites web de journaux, des sites web d'information qui produisent l'information, pas juste des agglomérateurs, là, qui eux sont des... Non, mais la concurrence, finalement, c'est d'autres médias, mais regarde par exemple les petites annonces. Non, mais je pense que marché qui est en train de disparaître complètement des médias, mais il est passé au pack, c'est gratuit. Tout à fait. De toute façon, nous, c'est souvent les mêmes propriétaires qu'avant, c'est juste que c'est les journaux qui les ont achetés. Mais je ne veux pas diminuer, je ne veux pas nier le fait qu'il y a en ce moment de très profondes transformations qui vont mener à de grosses parts d'incertitude pour l'avenir, effectivement. Mais surtout ces dernières années, là je suis peut-être un peu biaisé parce que vous savez, dans le moment de négociation de convention collective, on s'est vraiment fait rentrer dedans, on s'est fait lancer dessus sans bon sens. Mais l'impression que j'ai, c'est qu'il y a eu une vraie crise, surtout aux États-Unis, qui était très dure, il y a eu des fermetures de journaux. Mais il y a aussi eu, puis je ne me souviens pas où j'ai lu ça, si c'est dans le New Yorker ou un autre, mais il y a aussi eu plusieurs journaux qui n'allaient pas mal avant et qui ont continué à faire de l'argent, moins pendant la crise, mais qui ont continué à faire de l'argent, mais qui ont profité de ce contexte-là comme pour faire des coupures dans leurs journaux, pour imposer des compressions à leurs journalistes et tout, alors qu'ils étaient déjà rentables, qu'ils n'avaient pas besoin de les faire. Mais pour le rester, ça va être quoi l'étape suivante? Moi, écoute, j'aimerais juste... avec des pigistes bénévoles, j'aimerais juste que vous ne survalorisiez pas non plus la qualité du panel ici. Si l'un ou l'autre d'entre nous avait la solution au modèle d'affaires, nous ne serions pas ici, nous serions en train de faire du fric partout dans le monde. Donc, je pense que oui, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un déplacement du marché publicitaire vers le web. Et cette année, pour la première fois de l'histoire, la totalité de l'enveloppe web, remarquez que c'est peu d'argent dans chaque site, mais à cause du grand nombre de sites, la totalité de l'enveloppe web a dépassé l'imprimé aux États-Unis, pour la première fois de l'histoire. La télé est encore dominante. Mais c'est pas les médias qui ramassent, c'est Google. Non. Alors c'est ça. Et dans le web, donc, il y a beaucoup de publicité, mais qui va partout. Et principalement aux agrégateurs de contenu, c'est-à-dire Facebook, Google, etc. Donc, qui, eux, ne produisent rien. Donc, c'est ceux qui distribuent, qui font l'argent, et ils produisent rien. Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur distribution? Ils mettent les nouvelles du New York Times. Et d'autres, là, mais Radio-Canada, CBC, etc., ou ABC. Bon, donc, ils prennent la nouvelle de médias qui investissent beaucoup d'argent pour la produire, et ils font de l'argent avec en la redistribuant. Alors, c'est sûr que là, il y a un problème, c'est que ceux qui font... Alors, éventuellement, ils vont devenir tellement riches que peut-être qu'ils vont pouvoir acheter le New York Times et le problème va être réglé. Mais pour l'instant, effectivement, il y a un problème. Il y a ceux qui produisent la nouvelle qui perdent de l'argent et il y a ceux qui la distribuent et qui font de l'argent avec. Il y a un problème. On n'a pas de solution et tout le monde du journalistique en cherche une solution. Ce que disait André, ça en est une, et moi je suis... Dire peut-être que les journaux qui veulent continuer à produire vont être obligés, vont approfondir encore plus et vont vendre un peu plus cher à un groupe un peu plus restreint et ils vont développer un modèle
d'affaires fondée sur l'excellence et la qualité. 100 ans comme ça. Quoi? Devoir survivre. C'est ça. Alors peut-être que ça va être ça le modèle d'affaires, peut-être qu'il y en aura d'autres aussi. Peut-être qu'ils vont devenir des agrégateurs de contenu. Tu sais, il y a plusieurs hypothèses. On n'a pas d'hypothèse. Mais fondamentalement, les gens continuent à vouloir de la qualité, qu'ils la trouvent sur Google, ou qu'ils la trouvent sur Wikipédia, ou qu'ils la trouvent à Radio-Canada. Ils continuent à chercher de la qualité. Et plus il y a d'informations qui arrivent sur tous les Facebook du monde, plus les gens ont besoin de comprendre. Plus ils entendent parler de Zamboni, plus ils veulent avoir l'article de fond. Et donc, pour moi, le besoin d'information de fond demeure et est même plus grand aujourd'hui qu'avant. C'est juste une question de comment on va le distribuer. En plus, on a le rôle de le faire en français. Nous, on a un avantage qui est quand même fondamental. Mais j'ai pas de solution. Hein, Monsieur, vous avez la main levée depuis le début. Je suis désolée, j'ai la tête tournée dans notre panel avec mes excuses. C'est pas grave, c'est une question légère. En fait, qui va ramener le tout à la discussion aussi entre journalisme et scientifique. Il y a les deux mots, journalisme et scientifique. Ça prend une limite un peu hybride pour patauger confortablement dans les deux. Puis, bon, je suis pigiste en journalisme scientifique depuis une douzaine d'années. Puis, il y a comme à mes débuts, j'en parlais à des amis qui sont complètement dehors de ce monde-là, qui me disaient est-ce que vous êtes surtout des scientifiques ou surtout des journalistes? Puis moi, à mes débuts, j'ai une formation en sciences. Puis je disais c'est important d'avoir une formation en sciences. Puis plus j'avance, plus j'adhère à ce que Pierre disait tout à l'heure dans sa première présentation, où c'est plus l'art de mettre en histoire. Puis là, je commence à adhérer plus avec une formation en communication, je serais peut-être meilleur. Mais je me demande en fait à quel point on peut vraiment séparer ça. Est-ce que ma question est pertinente? Est-ce que vaut mieux être journaliste ou scientifique? Ou il y a des gens ici qui suivent, si j'ai bien compris, un cours qui est un peu livré entre les deux. Parce que Hélène disait à quel point c'est nécessaire de quand même être confortable dans le milieu de la science. Tu parlais dans Jean-Pierre Projet tout à l'heure et tout ça, qui est comme ta référence dans certains cas. Donc, oui, il faut être confortable. Quand je viens du milieu des coms, est-ce que je suis aussi confortable? C'est l'expérience qu'il y a. Je lance les deux, je ne sais pas dans la situation actuelle, mais pendant longtemps, à Découverte, c'était moitié-moitié. Ouais. À Québec Science, l'équipe qu'on a actuellement, il y a une scientifique, les deux autres sont pas formés en sciences. Moi, j'ai une formation en sciences. Je dirais que ça dépend. Si tu as une formation en sciences et tu viens là avec la philosophie du chantre qui va faire les louanges de la science, qui va convaincre les masses, etc., tu pars avec. C'est pas la façon de partir, mais il y a beaucoup, et c'est pas négatif, il y a beaucoup qui commencent comme ça, qui sont fascinés, qui veulent partager leur fascination, mais quelque part, il va falloir qu'ils apprennent sur le terrain à développer des réflexes de journalistes. Et l'inverse est vrai aussi. Il y en a qui sont très journalistes, mais qui vont devoir se forcer pour comprendre la science, comprendre ce qu'elle disait tantôt, les limites de validité, les critères de sélection, être capable de lire des articles scientifiques, être capable de... Et ça s'apprend ça aussi. Jean-Pierre Roger n'a pas de formation en sciences, Yannick Villedieu non plus, et on parle peut-être des meilleurs à Radio-Canada. Donc ça s'apprend aussi. L'idée, c'est de trouver un moment où un bon journaliste devient compétent dans ce domaine-là, où quelqu'un qui connaît la science va devenir compétent en communication, et ça prend, c'est l'effort de le faire, et ça prend quelques années. Peux-tu faire juste une réponse de Normand à cette question qu'on pose depuis très longtemps? Alors ça pourrait être peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais je pense que la meilleure formation pour devenir journaliste scientifique, c'est une formation journalisme scientifique. Ça existe, on en donne. Personnellement, dans mon cours, il y a des journalistes, il y a des gens qui ont une formation en journalisme, et il y a des gens qui ont une formation en sciences, puis les deux vont y gagner parce que c'est un métier bien particulier, journaliste scientifique, puis ça s'apprend. Donc c'est la meilleure formation, c'est aujourd'hui, parce que moi quand j'ai étudié, j'ai une formation en sciences, puis j'ai une formation en communication, mais à l'époque où j'ai fait mes études, il n'y avait pas de formation en journalisme scientifique. Aujourd'hui, il y en a une. Là voilà la formation, c'est ça qu'il faut. J'allais justement recentrer ma question. Ce panel a été réservé et payé par... T'as raison Valérie, j'allais recentrer ma question, j'allais dire, est-ce que cette formation-là serait la solution? Est la bonne solution? Oui, voilà. C'est la meilleure possible. Julie, oui, vous avez la même. Oui. J'aimerais parler juste un peu de l'évolution de la pratique en parallèle avec le virage web, médias sociaux. Vous en avez parlé un petit peu, tout le monde, tout à l'heure. Le virage web, médias sociaux, c'est important pour les journalistes scientifiques dans votre cas, parce que c'est ce dont on
faire aujourd'hui. Je pense aussi que ça donne une belle vitrine pour la science. On dit que la science est difficile à vendre. Avec ça, avec le fait que les gens du public puissent participer, intervenir, en quoi la pratique des journalistes scientifiques peut évoluer pour se servir, de tirer profit justement des possibilités du Web 2.0. Comment on adapte notre pratique à ça, puis comment est-ce que c'est possible justement d'essayer peut-être d'intéresser davantage les gens à la science. On a la possibilité de diffuser l'information de façon beaucoup plus diversifiée pour essayer de toucher beaucoup de public aussi. Comment vous, votre pratique peut-être concrètement a été modifiée? En question, c'est quoi le modèle de faire? Non, ben, comment est-ce que la pratique, le web, en ce qui me concerne, ça ne change pas grand-chose parce que la presse écrite, peu importe que ce soit sur un papier ou sur un ordinateur, c'est de la presse écrite. Puis se lire un texte, puis c'est tout le temps les mêmes affaires. Mais par exemple, dans votre pratique, vous vous êtes servi des questions du public pour créer une chronique qui marche super bien. Ben, dans votre cas, c'est très concret et c'est très facile de répondre parce qu'on voit les effets. Ça aurait pu se faire à l'écrit aussi. Pardon? Ça aurait pu se faire par courrier dans l'écrit aussi. Tout à fait. Cela dit, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, puis on ne voit pas, encore là, c'est comme pour le modèle d'affaires, c'est en train de se définir, je pense que tu avais raison, Colette. C'est que traditionnellement, on fonctionne dans un mode, les sociologues diraient paradigme, j'aime pas le terme, mais dans un modèle où tu as de l'information, les journalistes le prennent et le rentrent dans un tuyau, ce qu'on appelle les masses médias, et sort un texte qui est destiné à un public. Dans la masse média, c'est destiné à un public large, Québec Science, un peu plus restreint, le bulletin des ophtalmologues, c'est encore plus restreint, mais fondamentalement, c'est un pipeline qui amène l'information à un public. Là, tu as, d'abord dans le web, tu as un public qui peut être beaucoup plus variable et à des niveaux différents. Donc déjà au départ, tu t'adresses à plusieurs niveaux publics, c'est difficile à sélectionner. Donc tu as tendance dans ta façon d'organiser le propos à l'organiser par différentes couches de complexité en disant à la personne qui veut savoir juste l'essentiel, on va livrer le texte sommaire, puis l'autre on va donner un peu plus, puis on va donner des hyperliens pour celui qui veut explorer. Alors déjà au départ, ton produit, tu le stratifies selon plusieurs publics. Mais le gros changement, il n'est pas là. Le gros changement, il est qu'ensuite de ça, les gens réagissent, que ce soit dans les blogs ou tout ça, et répondent à ton produit et des fois relancent le débat. Et je pense qu'on est en train, et là, pas moi, quand je dis on, je ne parle pas de Québec Science, où on a un site mort, comme je vous ai dit, mais je pense qu'on est en train de comprendre qu'il y a dans cette mouvance des lecteurs, comment on les appelle, des internautes, il y a aussi des sources d'information et à un moment donné, il y a des sources de débat. Et je pense à un exemple, si vous lisez le blog de Jean-François Lisée, pour prendre l'exemple d'un des plus populaires au Québec actuellement, très souvent, bon, il y a 18, 20, 22, 30 réponses à son blog et la plupart du temps, il passe inaperçu. De temps en temps, il va prendre une réponse et il va rebloguer à partir de la réponse de la personne, ils vont la relancer et il va créer une espèce de roue qui s'alimente comme ça. Et ça, c'est intéressant parce que là, on change le modèle. Là, le public répercute l'information, elle est redigérée, redirigée. Et ça peut être intéressant parce qu'on sort du schéma qu'on enseigne dans toutes les écoles de journalistes du mass média. Le modèle du 450 à Radio-Canada, et je ne sais pas si vous êtes au courant, Radio-Canada a des stations un peu partout dans toutes les régions au Canada, sauf que les régions périphériques de Montréal ne sont pas couvertes. Montréal, c'est un gros pôle, toute l'information est à Montréal, mais ce qui se passe à Sorel, ce qui se passe à Valleyfield, ce qui se passe à Joliette, ce qui se passe à Granby, toutes ces régions-là n'ont pas de station locale. Et donc, ils ne sont pas couverts. Sherbrooke, les Trois-Rivières, mais toutes les villes. Et c'est quand même des villes de 30, 35, 40 000 habitants qui ne sont pas couvertes par aucune station de télé. Or, c'était impossible en termes de modèle économique que de créer des stations de télé dans chacune de ces villes-là, d'autant plus que, sans vouloir être comme toutes ces villes-là sont quand même des villes de couronne, leur intérêt est aussi beaucoup centré sur Montréal. Alors là, ce qu'ils ont décidé, c'est de mettre des équipes web qui vont répondre aux questions des gens. Puis quand les gens ont des choses à signaler dans leur quartier, donc faire une espèce d'équipe de répondants web. Et à partir de ça, ils vont fouiller. Donc un peu comme ta chronique pour la science, le local est couvert par des équipes web. Et quand, en fouillant, ils découvrent des nouvelles informations, bien là, elles sont envoyées au réseau. Donc c'est les équipes de dialogue web qui vont alimenter finalement la machine. Ça, c'est un modèle un peu différent du modèle traditionnel des médias. Et donc, oui, il y a des expériences, il y en a d'autres dans le monde, mais il y a des expériences intéressantes
d'une dynamique différente. C'est en train de se mettre en place.